Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors au terme de siècles de transformation, l'imprimé a changé de statut, il est né comme une innovation technique porteuse de diffusion, puis c'est devenu un instrument de conflictualité religieuse et politique. Maintenant il entre dans une phase de stabilisation enfin. Cette stabilisation est quand même pas neutre, elle correspond à son intégration dans les structures du pouvoir, en particulier dans les États absolutistes qui vont dominer l'Europe au XVIIe siècle. Dans ce nouveau contexte, le livre cesse d'être un espace ouvert de confrontation pour devenir un élément d'un système ordonné. Le pouvoir monarchique, notamment en France, comprend que l'imprimé, je m'explique, peut être non seulement contrôlé, mais aussi utilisé comme un instrument de gouvernement. Il ne s'agit plus simplement d'empêcher la diffusion de certains textes, mais de produire et de diffuser les bons textes, ceux qui contribuent à la cohérence de l'ordre social et politique. Cette évolution s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la construction de l'État moderne. L'absolutisme repose sur une centralisation du pouvoir, on a tous vu ça à l'école, une rationalisation des administrations, une volonté d'unification des pratiques. Le livre participe pleinement justement de ce processus. Il devient un vecteur d'unification culturelle, linguistique et intellectuelle. Et oui, on va normer tout ça. On va tous parler français, par exemple, et non plus des patois. Alors, les patois vont continuer dans la langue vernaculaire, mais le livre va diffuser la même langue. L'un des aspects les plus visibles, c'est ce que je suis en train de vous dire, justement. En France, la création de l'Académie française. On est en 1635. Ça illustre complètement cette volonté de fixer les règles du langage. Le livre imprimé devient justement le support de cette norme. Il diffuse une langue codifiée, stabilisée, qui contribue à l'unité du royaume. La diversité linguistique, qui est donc très présente, encore une fois, les patois, il y en a partout et ça va durer extrêmement longtemps, est progressivement marginalisée au profit d'un modèle centralisé. Je dis marginalisé dans les textes administratifs. Vous savez ce que je pense de François Ier, mais il y a une chose qui a été bien vue quand même, ça a été l'utilisation du français dans les textes juridiques et dans les textes importants. Donc, enfin, on parlait la même langue un peu partout, au niveau juridique. Ça vient du même, c'est le même effet en fait qu'a cherché l'Académie française. Les formes, pareil, du livre vont se stabiliser. La typographie, la mise en page, les formats vont se standardiser. Le livre classique obéit à des règles précises qui reflètent un idéal d'ordre, de clarté, de mesure. Cette esthétique n'est pas indépendante du contexte politique, encore une fois. Ça correspond à une vision du monde où l'harmonie, la hiérarchie et la rationalité sont valorisées. Vous avez, si vous voulez sortir 2 secondes du livre, si vous allez voir le Louvre à Paris, faites le tour, ne rentrez pas à l'intérieur, n'allez pas voir la pyramide, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, faites le tour. Et vous allez voir les différences architecturales. Vous allez voir l'espace Henri II, Henri IV, etc. Et puis vous allez arriver devant la fameuse colonnade de Levau, Louis XIV. De l'époque Louis XIV. Vous allez voir un truc qui est, pour moi, une horreur absolue, c'est-à-dire c'est froid, c'est très beau, mais c'est froid. Voilà, c'est la même chose, c'est rectiligne, il n'y a rien qui dépasse, c'est comme ça. Le contenu des ouvrages est lui aussi concerné par ce mouvement. Le classicisme, en tant que courant culturel, va privilégier certains modèles, certaines références, certaines formes. Les œuvres sont jugées maintenant selon des critères codifiés, qui renvoient à une conception normative de la littérature et du savoir. Le livre devient un instrument de diffusion d'un canon culturel. Dans ce cadre, les institutions jouent un rôle central. Les académies, les universités, les cercles savants vont participer à la production et à la validation des savoirs. Le livre imprimé, c'est le vecteur de cette production, mais aussi de sa légitimation. Publier, c'est s'inscrire dans un système de reconnaissance contrôlée. Cette intégration du livre dans l'ordre, on va dire, absolutiste, ça ne signifie pas la disparition des tensions non plus. Des formes de contestation vont continuer d'exister, des circuits clandestins vont continuer évidemment, comme je vous disais, à fonctionner, mais ces phénomènes s'inscrivent désormais en marge d'un système dominant, structuré et maintenant relativement stable. L'imprimé devient un instrument paradoxal en fait. D'un côté, il conserve sa capacité à diffuser des idées, à circuler, à franchir les frontières. De l'autre, il est de plus en plus encadré, orienté, intégré à des logiques de pouvoir.
Donc il disparaît pas comme espace potentiel de contestation, mais il est quand même en grande partie domestiqué. Et bien c'est précisément cette domestication qui répond à la problématique initiale. L'imprimerie, en permettant une diffusion massive et rapide des textes, avait ouvert un espace de déstabilisation des autorités traditionnelles. Vous vous souvenez, elles perdaient peu à peu leur pouvoir. Elle a contribué à la fragmentation religieuse de l'Europe, à la multiplication des débats, à l'émergence d'une forme d'opinion. Ah oui, je me cultive quelque part, donc je finis par avoir ma propre pensée. Mais face à cette dynamique, les pouvoirs politiques et religieux, évidemment, ils ont réagi. Ils ont mis en place des mécanismes de contrôle, d'organisation et de production. Et au terme de ce processus, le livre n'est plus seulement un vecteur de diffusion du savoir, il est devenu un instrument de structuration du pouvoir. Il participe à la construction de l'État, à la diffusion de normes culturelles, à la formation d'un espace intellectuel contrôlé. Autrement dit, la révolution gutenbergienne n'a pas conduit à une libération illimitée de la parole écrite. Elle débouche après une phase de tension, de conflictualité, sur une nouvelle forme d'équilibre dans laquelle l'imprimé est intégré à un système de domination et de régulation. Ce modèle, celui de l'Europe classique, n'est évidemment pas définitif. Il va être remis en cause au siècle suivant, avec la montée des Lumières, la transformation des pratiques de lecture, mais il constitue un moment essentiel, celui où le livre, après avoir été une force de rupture, devient un pilier véritablement de l'ordre. Et on verra dans le dernier épisode que justement, il y a une autre révolution qui se profile, c'est celle des Lumières. On se retrouve dans un instant entre nous pour le bonus, bien sûr. Sachez pour tout le monde que maintenant, tous les jeudis matins de 8h10 à 10h10, vous pouvez nous retrouver sur Timeline Radio. Vous allez sur timelinepodcast.fr et vous cliquez sur Timeline Radio avant d'avoir une application. Donc on va faire comme ça, vous l'avez en audio. Et puis si vous voulez nous voir, on est sur YouTube, sur la page podcast tiré du bas timeline, vous trouverez ça toujours sur timelinepodcast.fr. Vous avez un onglet maintenant avec tout ce qu'il faut pour nous retrouver tous les jeudis matins. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Stonehenge avant de retrouver l'épisode 3 du livre très bientôt. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.